Hello mes enfers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Entre 16 et 21 ans, Franck Abagnale Jr. a voyagé dans 26 pays. Comment c'est possible? Tout simplement en se faisant passer pour un pilote de ligne américain dans une compagnie américaine, et ce, sans aucun diplôme. Et le plus fort, c'est que cet homme a également exercé les métiers de médecin, avocat, professeur en sociologie, tout ça sans diplôme. Vous le connaissez certainement car un célèbre film retrace sa vie, Arrête-moi si tu peux, Catch Me If You Can. Aujourd'hui, on parle de la vraie histoire derrière ce film. Franck William Abagnale Jr. naît le 27 avril 1948 à Bronxville. Sa mère Paulette est franco-algérienne, son père, Franck William Sr., est italo-américain et Franck Abagnale Jr. est le troisième de 4 enfants. Abagnale passe les 16 premières de sa vie à New York dans le quartier du Bronx. Il fréquente l'Iona Preparatory Schools, c'est une école secondaire catholique pour garçons qui est gérée par l'Irish Christian Brothers. Ses parents divorcent quand il a 16 ans et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il ne vit pas trop bien cette séparation à tel point que lors d'un procès, il y a des pauses dans les procès, et lors de cette pause, il est tout simplement parti, il s'est enfui du procès. Pour sa première fraude, il persuade son père de lui passer sa carte de crédit. Déjà, ton fils il a 16 ans, ne fais pas ça sans demander pourquoi. Avec cette carte, mais aussi avec la complicité du garagiste, il procède à l'achat de nombreuses pièces automobiles. Des pneus, des moteurs, des batteries et même du carburant. Ces achats n'ont existé que sur le papier. L'escroquerie fonctionnait de manière suivante. Le garagiste facturait des pièces automobiles au nom du père, puis il empochait l'argent, il le retirait en liquide et Abagnale et lui se partageaient le butin. On parle quand même d'une fraude à 3 400 $. Pour une première fraude à l'âge de 16 ans, c'est plutôt pas mal. Lorsqu'un agent de recouvrement contacte le père au téléphone pour essayer de savoir ce qui se passe, le jeune Abagnale, lui, il était en train de jeter les factures qu'il venait de recevoir par courrier. Il n'a pas été arrêté ni poursuivi pour ce délit, cependant son père l'envoie dans une maison de correction et devinez quoi? Il s'enfuit et il rejoint New York. À l'âge de 16 ans, Abagnale prend l'identité d'un pilote américain de la compagnie Pan American World Airways, aussi appelée Pan Am. Juste avant de continuer, certes, il avait 16 ans, mais il en paraissait 10 ans de plus et c'est aussi pour ça que toutes ces escroqueries ont bien marché. Le problème, c'est qu'il a l'identité. Cependant, il n'a pas d'uniforme. Et là, il y va au culot. Il appelle la Pan Am et il leur dit « Allô, allô, j'ai égaré mon uniforme ». Et ça fonctionne parfaitement, puisque la Pan Am l'oriente vers le fournisseur officiel d'uniformes et Abagnale se fait faire un uniforme sur mesure aux couleurs de la Pan Am. Ensuite, il fabrique une fausse licence. Sur cette licence, il doit apposer un logo. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il achète plein de miniatures, d'avions miniatures au nom, aux couleurs de la Pan Am. Sur ces avions, il y a un petit logo, un petit autocollant de la Pan Am. Il décolle ces petites étiquettes, il les colle sur la licence, sur sa fausse licence, et c'est bon. Il peut officiellement dire qu'il est pilote de la Pan Am. Et il fera la même chose avec ses chèques de rémunération. On estime qu'entre 16 et 18 ans, Franck Abagnale a volé sur une distance de plus d'1 million de kilomètres, 1,6 million de kilomètres, qu'il a voyagé à travers 26 pays sur près de 250 vols. Et tout ça, illégalement. Qui peut dire, aussi jeune, en 2 ans, avoir fait autant de vols et autant de pays? Qui? Franchement, à part ce génie-là, personne. Au fur et à mesure, il choisit aussi un peu ses vols. Il prétend tout simplement être un pilote qui attend le prochain vol qui se dirige vers la destination où il a envie d'aller. Puis il embarque avec l'équipage, avec tout le monde, et il pilote. Bien sûr, il est logé gratuitement, puisque la Pan Am lui paye ses hôtels à chacun de ses déplacements. J'ai également pu lire, mais je ne sais pas si c'est très vrai, qu'il a pu réussir cette fraude avec l'aide de Sarah Lintermy, qui, il me semble, était une hôtesse de l'air. Mais comment il a fait? Non, parce que être copilote, pilote, ça nécessite quand même une formation.
C'est-à-dire que lui, lorsque ses collègues, ses copilotes, enfin les autres pilotes le laissaient en vol et qu'il se retrouvait tout seul, il activait le pilotage automatique. Mais comment? Enfin moi, si je me retrouve devant tous ces boutons là, je vais pas savoir sur lequel appuyer. C'est fou! Au bout d'un moment, quand même, ça sent le roussi, donc il arrête ce métier, puisqu'il a peur de se faire gauler, et il déménage. Il déménage en Géorgie, il fait une demande de logement, et sur sa demande de logement, il écrit, comme activité ancienne, qu'il était médecin. Il veut absolument pas mettre qu'il est pilote pour qu'il n'y ait pas de traçage possible entre la Pan Am et lui. Il est malin, il se lie d'amitié avec un médecin qui habite où il habite, et il devient ainsi surveillant des internes. Alors qu'il n'est pas du tout médecin, je le rappelle. Et il est surveillant des internes en attendant que l'hôpital trouve quelqu'un d'autre pour endosser ce rôle. Selon lui, ce travail n'était pas très difficile, il supervisait surtout le travail des internes, mais lui, il n'avait pas du tout à faire quelque chose de médical là-dedans. Ensuite, pendant 11 mois, presque un an, il endosse le rôle de pédiatre dans un hôpital de l'État américain de Géorgie et il se présente comme étant Frank Williams. Comme lorsqu'il était superviseur, il s'affranchit de certaines de ses obligations en laissant gérer les internes. Cependant, lorsqu'un bébé a failli périr d'asphyxie, Abagnale manque d'être démasqué. En effet, il n'a pas vraiment mesuré la gravité de la situation ni compris le jargon employé par l'infirmière lorsque cette dernière a parlé d'un cas de Blue Baby, un syndrome de bébé bleu. Encore une fois, il commence un peu à sentir le roussi, donc lors d'un entretien, il avoue qu'il y a eu un décès dans sa famille et que donc il doit partir. L'hôpital lui trouve un remplaçant. Abagnale fait route vers l'ouest, prend l'avion vers l'ouest, il change d'état, il emménage et il trouve un nouveau métier. Lorsqu'Abagnale s'est fait passer pour copilote, il s'est marié très brièvement à une hôtesse de l'air, à qui il a dit qu'il avait déjà étudié le droit à Harvard. Cette dernière lui a présenté un ami à elle qui était avocat. Ce dernier explique à Abagnale que le barreau manque terriblement d'avocats et lui offre même la possibilité de faire sa demande. D'accord, il y a des opportunités, cependant Abagnale n'a pas de diplôme d'Harvard d'avocat. Bof, vous commencez à le connaître, il va en fabriquer un faux. Ça ne lui fait pas peur, il falsifie un diplôme de l'université d'Harvard et il passe l'examen du barreau. En dépit d'un double échec, il affirme avoir réussi l'examen du barreau après seulement 8 semaines de révision au bout de la 3e tentative. Et il est trop fort puisqu'à l'âge de 19 ans, il obtient un poste dans le bureau du procureur général de l'État de Louisiane. Il dit que son travail était très simple, qu'il consistait seulement à apporter du café et des livres à son employeur, M. Drut. Le rêve est de courte durée. En effet, un véritable diplômé de l'université d'Harvard débarque dans le cabinet. Et en raison de son jeune âge, 19 ans, il l'accable de questions sur son cursus et sur sa titularisation. Naturellement, Abagnale ne peut répondre à des questions qui concernent une université qu'il n'a jamais fréquentée. Ce nouveau venu commence petit à petit à se renseigner sur le passé d'Abagnale. Une fois encore, ça sent le roussi pour lui et il prend la meilleure décision. Au bout de 8 mois, il décide de partir. Il déménage une nouvelle fois, cette fois-ci dans l'Utah, et il démarre un nouveau métier. Maintenant, il est professeur en sociologie. Il dispense des cours magistraux dans une université et pour lui, ça va, c'est assez simple. Il se contente seulement de lire le manuel en ayant toujours 1 ou 2 chapitres d'avance sur les élèves. Ah bah, je savais pas que c'était aussi facile. Il n'aime pas trop ce métier, en plus de ça il est recherché partout, donc cette fois-ci il ne change pas seulement d'état, il change carrément de pays et il vient en France, à côté de Montpellier. Abagnale est capturé en France en 1969 lorsqu'un employé d'Air France le reconnaît. En effet, son visage était partout sur les affiches. Lorsque la police l'interpelle, 12 des pays où il a commis des fraudes réclament son extradition. Après un procès de 2 jours, Abagnale est envoyé en prison pour la première fois et il se trouve dans la maison d'arrêt de Perpignan. Sa condamnation à l'origine d'1 an de réclusion criminelle est réduite à 6 mois par un juge. Abagnale est ensuite extradé vers la Suède pour des fraudes bancaires et lors de son procès pour contrefaçon, son avocat parvint à faire enlever ce terme, en expliquant qu'il avait créé des faux chèques, mais pas contrefait des chèques. Et Abagnale en sait quelque chose puisqu'il a été quand même avocat dans le bureau du procureur de l'État de Louisiane. Les charges retenues contre lui sont réduites à escroquerie et fraude. Il est incarcéré pendant 6 mois dans la prison de Malmö.
Au terme de sa peine, il apprend qu'il va être jugé en Italie, puis il est renvoyé aux États-Unis. Là encore, il se passe un truc de fou. Il n'y a que lui qui a fait ça. Abagnale affirme s'être évadé de l'avion Vickers VC-10 qui le ramenait aux États-Unis. Comment a-t-il fait? Il a tout simplement démonté les toilettes pour atterrir 3 mètres plus bas sur le tarmac. Comme il fait nuit, il escalade une clôture, il prend un taxi et il se rend au Grand Central Terminal. Il passe rapidement dans le Bronx pour changer d'habit, mais il récupère notamment une clé d'un coffre-fort qui se situe à Montréal. Dans ce coffre-fort, il y a 20 000 $. Il prend ensuite un train pour l'aéroport de Montréal, puis un billet pour aller à Sao Paulo au Brésil. Pourquoi le Brésil? Tout simplement parce que ce pays n'avait pas signé d'accord d'extradition avec les États-Unis. Il se fait interpeller sur son chemin par un agent de la Gendarmerie royale du Canada et il est renvoyé aux mains de la police douanière américaine. Avant d'être condamné à 12 années de réclusion à la prison fédérale de Petersburg en avril 1971, Abagnale s'évade du centre pénitentiaire fédéral d'Atlanta. Comment il a fait? Le gardien qui était chargé de l'accompagner a oublié ses papiers. Oui, et alors? Abagnale profite de cette vulnérabilité. Le centre de détention d'Atlanta avait déjà perdu 2 agents fédéraux à cause de rapports envoyés par des agents qui étaient sous couverture. Abagnale contacte une amie avec qui il a été fiancé. Cette dernière lui procure une carte de visite d'un inspecteur qui s'appelle C.W. Dunlap et qui travaille au Bureau fédéral des prisons. Plus fort encore, elle récupère la carte de Sean O'Reilly, qui n'est autre que l'agent FBI qui s'occupe du cas Abagnale. Quel culot! En fait, c'est tellement gros que les gens ne pensent pas une seule seconde à ce qu'il... J'arrive pas à parler. Ils pensent pas une seule seconde que ce qu'il fait est réel. Abagnale dit donc au gardien qu'il est sous couverture. Étant donné qu'ils ont déjà eu des problèmes avec ça, il le croit. En plus de ça, il apporte une preuve puisqu'il montre la carte de Dunlap. Et il a même le droit à des repas bien meilleurs que ses codétenus. Alors que je le rappelle, c'est toujours Frank Abagnale Jr. et qu'il n'est pas du tout inspecteur. Normalement, il est censé être un détenu comme tout le monde. Ensuite, il leur dit qu'il a besoin de contacter de manière urgente un agent du FBI. Cet agent, c'est Sean O'Reilly. Évidemment, ce n'est pas lui en personne qui répond, c'est Jean Sebring. Elle se fait passer pour sa secrétaire, mais il n'en est rien. C'est tout simplement sa complice et elle est située dans une cabine téléphonique dans un centre commercial à Atlanta. Il a notamment dit que plus tard, il a eu l'opportunité de rencontrer O'Reilly à l'extérieur sans surveillance. Lorsqu'il sort de prison, Jean Sebring le récupère en voiture et le conduit jusqu'à une station de bus à Atlanta. Ce dernier prend un bus des Greyhound Lines pour New York, puis un train vers Washington. Un employé d'un motel le reconnaît, mais encore une fois, il est trop fort. Il parvient à éviter le piège tendu par le FBI en se faisant passer pour un de leurs collègues. Abagnale est toujours résolu à faire sa vie au Brésil. On le rappelle, c'est un pays qui n'a pas signé d'accord d'extradition. Cependant, quelques semaines plus tard, Frank Abagnale est arrêté par 2 policiers qui étaient en civil lorsque ce dernier est passé à pied à côté de leur voiture. Voiture qui était banalisée. En 1974, après 5 années passées derrière les barreaux, le gouverneur fédéral des États-Unis le fait libérer à une condition, qu'il aide les autorités fédérales à combattre la fraude et qu'il montre signe de vie une fois par semaine. Il accepte ce marché de libération conditionnelle. C'est dingue quand même. Il est libéré pour aider à combattre quelque chose qu'il a fait pendant des années. Après sa libération définitive, Abagnale, il teste plusieurs métiers comme cuisinier ou projectionniste, mais ça marche pas vraiment puisqu'en général, ses employeurs se rendent compte de son passé et le renvoient. Et là, il se dit, la police était intéressée par mes services, pourquoi je ne postulerai pas dans une banque? Le culot, encore une fois. Et ça marche. Il postule et il explique à la banque tout son passé d'escroc et il leur promet de les aider à combattre les faux monnayeurs. Car en effet, il connaît toutes les méthodes qu'ils utilisent pour tromper la vigilance des banques. Il propose le marché suivant à la banque. Si ses cours n'aident pas la banque et que ça ne change rien, elle ne le paye pas. En revanche, si ça marche, il demande 500 $ et que la banque parle de lui auprès d'autres établissements. Vous vous en doutez, ça marche carrément. Mais carrément trop bien. La banque est très impressionnée par les résultats et donc elle vante ses mérites auprès des autres établissements. Abagnale devient consultant en sécurité. Il fonde même l'entreprise Abagnale et Associés. C'est une entreprise légale de conseil et de détection des fraudes.
Cette entreprise est basée à Tulsa, dans l'Oklahoma. Aujourd'hui, Abanial est millionnaire, il continue de conseiller le FBI avec qui il est associé. C'est assez rigolo quand même de se dire qu'il a fraudé des millions de dollars et qu'aujourd'hui, il a pu rembourser toutes ses dettes en bossant avec des gens qui le recherchaient à l'époque et pour qui aujourd'hui il donne des conseils. Il vit à Tulsa avec une femme qu'il a épousée 1 an après sa reconversion et ensemble, ils ont eu 3 enfants. En seulement 5 ans, de 16 à 21 ans, il a travaillé sous 8 identités différentes. On n'a pas parlé de toutes ces identités, mais des plus importantes. Et il a utilisé des faux chèques pour une valeur totale de 2,5 millions de dollars. En 2002, au moment de la sortie du film Catch Me If You Can de Steven Spielberg, Abanial déclare « Je n'ai été interviewé par le co-scénariste que 4 fois. Je crois qu'il a fait un excellent travail sur le récit, mais il a également voulu dramatiser et exagérer une partie. C'était son style et ce que l'éditeur a voulu. Il m'a toujours rappelé qu'il racontait une histoire et ne faisait pas ma biographie. » Petite anecdote, Abanial apparaît dans le film et joue le rôle d'un policier français. Certainement en référence avec le fait qu'il ait été arrêté pour la première fois par un policier français sur le sol français. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Très sincèrement, je ne sais pas quoi en penser puisque ce mec, selon moi, c'est un pur génie. Il a réussi à tromper les policiers pendant 5 années, il s'est fait des millions, il a réussi à être pilote, avocat, médecin. C'est pas rien ces métiers-là, c'est des métiers normalement qui nécessitent des études. Pour moi, c'est un génie, même si ce qu'il a fait, c'est complètement illégal. Mais au final, il a réussi à bien s'en sortir puisqu'il s'est reconverti du côté, on va dire, non obscur de la force. Aujourd'hui, il conseille les policiers à arrêter les personnes qui ont fait comme ce qu'il a fait auparavant. C'est assez dingue quand même. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet arnaqueur et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.